Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. We Bonjour à welcome you tous all, et particularly those bienvenue, of you joining from en far particulier away or from late or early ceux times. ici qui se Thank you connectent for de loin joining. ou pour Thank you ceux for pour lesquels il joining est très us tôt ou très today tard dans for la a journée. very Merci special de vous webinar. être connectés It's pour un on a fragile webinaire state of preparedness sur 2023, the l'état de Global préparation Preparedness Monitoring fragile, Board report. notamment sur notre And rapport we mondial have de with l'état de us préparation Dr. Sylvie 2023. Briand, who you are Avec nous, nous already avons le very docteur Sylvie familiar with, Briand, que those vous of you who connaissez follow déjà très EpiWIN bien, regularly. surtout ici si vous And connaissez le she réseau will be the EpiWin. moderator. But before I hand Elle over sera to notre her, modératrice I'd aujourd'hui. like Avant de lui to passer la add parole, for those of you who are new to j'aimerais EpiWIN, demander, this is the ceux qui WHO sont Information nouveaux Network for auprès de Epidemics, l'EpiWin, eh Science bien, and je voudrais Knowledge juste Translation revenir in Health sur un peu de Emergencies. contexte. With Donc, il these s'agit EpiWIN ici webinars and the associated du réseau d'information de EpiWIN l'OMS sur les digests, our épidémies. goal is to Et translate avec ces science to make it webinaires, accessible, nous voulons understandable, ici and traduire la relevant science afin que ce for soit pertinent, evidence-informed actions and compréhensible decisions pour in des health actions emergency basées preparedness and sur les response. informations en matière We de have a réponse et de very préparation aux eminent set situations of panelists d'urgence. today. Nous So avons des without panélistes de further haut rang de ado, qualité I avec nous et hand sans over plus to Dr. attendre, Sylvie Briand, je passe la who is parole au now docteur Sylvie Executive Briand, Head of the Global qui Preparedness est Monitoring Board ici Secretariat, to directrice introduce the exécutive eminent speakers and du provide Conseil introductory remarks. de So over to you, préparation aux Sylvie. épidémies. Sylvie, vous avez la Thank you very parole. much, Supriya. Merci And thank beaucoup, you for Supriya, highlighting the change in my et position. And it's merci. really an honor for me now to Et c'est be un honneur appointed pour to moi d'avoir serve été the nommée en secretariat effet, of this GPMB. notamment pour être So donc au nom du to secrétariat du introduce this GPMB session, I désormais. just would like to highlight Dans le that cadre de cette we all session, know that we je will voulais have également other pandemics. indiquer It's que les inevitable, pandémies à but the venir sont timing remains inévitables. uncertain. And the occurrence Cependant, of a pandemic ici, nous ne depends savons on pas quand. various interconnected L'occurrence factors, making d'une it challenging to épidémie dépend predict de différents when facteurs. Il these est donc factors difficile de will prédire align quand est-ce que ces and lead to a facteurs seront pandemic event. alignés et entraîneront une So we pandémie. know that Nous pandemic preparedness savons is que la important. préparation aux Firstly, épidémies est pandemic absolument et aux preparedness is pandémies est more cost essentielle. effective than Tout pandemic d'abord response. parce que And ici c'est beaucoup plus secondly, rentable we qu'une have réponse seen en throughout COVID-19 pandémie et pandemic aussi that nous l'avons vu countries pendant la prepared pandémie de la for Covid-19, les respiratory pays qui étaient pathogen events mieux demonstrating the préparés en cas ability to d'événement mitigate not de only pathogènes the health respiratoires ont impact, pu but also the ici limiter social l'impact sur la and santé, economic mais aussi consequences of les the conséquences pandemic. économiques et So sociales d'une pandemic pandémie. preparedness is a La must if préparation we want aux a safer pandémies est world. donc une obligation So pour un monde today plus we sûr. will talk about what is new Aujourd'hui, about pandemic nous allons preparedness, revenir and sur we will take the qu'est-ce qu'il y a opportunity de nouveau of en the matière de recent publication préparation of the report aux of the Global pandémies. Pandemic Nous Preparedness allons Board, ici discuter GPMB, to highlight some of the new du features nouveau of the rapport du pandemic preparedness. GPMB. We are honored and C'est un privileged honneur, to mais have aussi un today a privilège panel of distinguished d'avoir speakers, avec nous and I des thank them panélistes for de haut making rang the avec time nous. from their very Et je busy voudrais tout agenda d'abord les to remercier. Merci contribute d'avoir to this accepté cette discussion. invitation. We have Joy Fumafi, who is Nous the former avons Minister of Health of Joy Botswana, and she is the Pafi ici, co-chair of qui est GPMB. l'ancienne directrice de la We have santé, also Victor Tsao, ministre de la Santé au who is a Botswana. member of the GPMB and also the Nous president of the avons National Academy of aussi le Medicine in the président US. de l'Académie And de we have Scott médecine aux Pendergast, who États-Unis is the Director of Strategic Planning and et également Partnership in Scott the WHO Pendergast, Emergency Program, qui and has travaille led pour the les development programmes of a d'urgence de number of l'OMS elements of et the qui a HEPR, which is a Health notamment Emergency développé Preparedness and Response Architecture. différents And this includes, of éléments course, et the modules de pandemic l'architecture de fund. préparation en cas So de before pandémie. starting the discussion, I Avant de will give commencer the donc cette floor to discussion, Amélie Rioux je vais tout de from suite the passer la GPMB parole à Secretariat Amélie to Rio du introduce the secrétariat topic du with a GPMB short pour presentation. mettre ici Amélie, ce the floor is thème yours. en contexte. Amélie, c'est à Thank vous. you, Supriya. Thank you so much, Sylvie. Good Merci afternoon Soupriya, from merci Geneva, Sylvie, everyone. bonjour à We're tous so de delighted Genève. that all of Nous you could sommes join us today. ravis de vous So voir si I'm very nombreux happy to aujourd'hui. take you through the Global Preparedness Monitoring Board's Je 2023 vais report on the state of ici the vous world's preparedness, présenter le which was rapport published sur in l'état de 30 préparation du October. monde. However, first, let me just give you a quick introduction Alors de to the Global même, Preparedness par Monitoring rapport Board, à ce which rapport we et à ce refer to conseil, as the GPMB. et bien que So nous appelons next le slide. GPMB,
Voici les membres du GPMB, créés en 2018 par le directeur de l'OMS, Dr Tedros. Et après, ici, les crises d'Ebola, la décision a été prise de créer un conseil ici afin de pouvoir répondre à ces situations d'urgence. Il s'agissait ici de mettre un terme à ce cycle de panique et de mieux préparer ici les différents pays. Alors vous voyez les coprésidents, Joy Pumapi, qui est avec nous aujourd'hui, et Kolinda Grabar-Kitavic, qui est l'ancienne présidente de Croatie. De même, ici, les membres de ce conseil sont des diplomates, des leaders d'expérience qui maîtrisent les sujets de l'environnement, de la recherche et développement, de la santé publique, de la santé vétérinaire, entre autres. Pour ce rapport de 2023, c'est le premier rapport que le Conseil a publié dans le cadre de ce suivi du cadre de la préparation. Donc, il s'agit d'indicateurs qui est donc une préparation, une évaluation des risques d'épidémie, mais également parler de la réponse, de la préparation et de l'impact des urgences sanitaires. Cette année, sur les 90 indicateurs qui sont dans le cadre, eh bien, le Conseil en a analysé 30 pour couvrir ici les aspects préparation. Vous voyez ici cette cartographie de cette évaluation, qui est incluse ici, cette cartographie dans le rapport de 2023. Une note a été attribuée à chaque domaine. L'évaluation ici considère 2 éléments pour chaque indicateur. Tout d'abord, est-ce que les capacités sont en place? Donc sur un score de 0 à 3, où 3 ici est en vert, cela veut dire que les capacités ont été déployées. Ensuite, l'évaluation prend aussi en compte lorsque la préparation s'est améliorée, ou si elle est restée identique, ou si elle a reculé. Vous pouvez voir tout d'abord dans cette cartographie qu'il n'y a pas de vert. Donc ici, il ne semble pas ici que les capacités aient été pleinement déployées. De même, vous voyez ces flèches qui montent et qui descendent ici. Donc, on voit que dans certains domaines, eh bien, il y a eu une vraie amélioration, notamment due aux efforts liés à la COVID-19. D'autres, au contraire, eh bien, on voit un déclin, un recul probablement dû à la fin de la pandémie. Il s'agit également de noter les capacités locales, les domaines de déclin, de recul qui sont également préoccupantes, notamment en matière de financement, ici des pandémies, et le manque d'intégration d'un suivi indépendant. Ici, nous voyons que ce sont les premiers signes de problèmes plus systémiques. Et c'est parce que sans engagement de suivi et de financement, très probablement, ces capacités ne vont faire que régresser à l'avenir. Et donc, très probablement, cette cartographie deviendra de plus en plus rouge dans les années à venir. Les 4 recommandations dans le rapport de cette année, ce sont ces domaines qui ont été priorisés en fonction ici des résultats de l'évaluation. Et le Conseil a donc considéré qu'il s'agissait de ces 4 domaines d'action urgente. Les 4 recommandations ici concernent le renforcement du système de responsabilité et de suivi, le renforcement du système de financement mondial, établir des capacités régionales en matière de recherche et développement et de chaîne d'approvisionnement, et développer une nouvelle approche multisectorielle multipartite. Je sais que Joy tout à l'heure reviendra justement sur ces recommandations, et bien sûr je serai ravie de répondre à toutes questions complémentaires. Je vous remercie de votre participation et je passe tout de suite la parole à Sylvie. Merci Amélie d'avoir été aussi brève et en même temps que pour cette mise en contexte. J'espère que si vous venez de nous rejoindre, vous avez eu également la possibilité de pouvoir vous procurer une copie de ce rapport pour le parcourir. Tout d'abord,
Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont accepté de participer aujourd'hui et nous allons revenir donc sur ces 4 recommandations. Tout d'abord, je vais inviter ici Joy. Alors nous avons parlé évidemment de ce cadre et comment est-ce que ceci a été développé, comment ceci a également été utilisé au sein du conseil, mais est-ce que peut-être Joy, vous pourriez revenir finalement sur les éléments qui en font un rapport innovant, Joy. Merci Sylvie et bonjour à tous. Je vous remercie ici de vous être connectés aujourd'hui. Il s'agit d'un cadre de suivi qui, comme Amélie l'a dit, qui est un cadre de 90 indicateurs. Pourquoi est-il unique? Parce qu'il s'agit ici de toute la société, tout le gouvernement, c'est multisectoriel, multipartite, basé sur les risques. Il s'agit de la prévention, de la préparation, de la résilience et de la réponse. Il s'agit donc vraiment d'un outil complet. De même, c'est un outil qui a été développé dans une approche multisectorielle. Il est basé sur les éléments de preuve, la recherche, et il va nous aider à prévenir et à répondre de manière beaucoup plus efficace que lors de la pandémie de la COVID-19. Donc c'est absolument clé, bien sûr, afin de pouvoir aider les communautés à ici évaluer les risques et voir comment y répondre. Il s'agit donc d'un outil pour prioriser les actions et s'assurer ici que les investissements sont réalisés et également des outils qui vont donner la possibilité aux parties prenantes de mieux se préparer. Nous avons donc 3 objectifs avec ce cadre. Tout d'abord, avoir un outil diagnostique pour mieux comprendre les niveaux de gouvernance, mais c'est aussi un outil qui peut évoluer parce que l'objectif est de pouvoir renforcer le processus de responsabilité. Il s'agit notamment de mieux comprendre les risques, les actions nécessaires pour limiter ces risques. Donc le cadre est un cadre complet avec 90 indicateurs qui ont donc été développés avec des experts dans différents secteurs en prenant en compte l'éducation, les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment une vraie évaluation globale, ici, mondiale, régionale. Alors, c'est aussi dynamique pour évaluer les tendances pour chaque indicateur. Et comme Amélie l'a dit, cela me permet de souligner l'amélioration continue de la préparation et mesurer évidemment l'efficacité. Le cadre est basé donc sur les éléments de preuve, sur la recherche et également sur des consultations avec des experts. Et ici, c'est important, notamment s'agissant des partenaires ici, notamment avec différents institutions. Donc, par rapport à ces premières recommandations, eh bien, il est vraiment important aussi de prendre la responsabilité et le suivi. Donc, il s'agit d'un appel à renforcer ces systèmes de suivi à tous les niveaux. Tout d'abord, très clairement, il faut prendre en compte les investissements en matière de collecte de données, de production de données et renforcer ici un suivi multisectoriel. Et nous parlons vraiment d'une intégration de ces mécanismes de suivi. C'est ainsi que les pays peuvent vérifier l'avancée, le progrès, et ça fait partie de ces besoins afin que toutes les parties prenantes, puissent vraiment savoir où elles en sont. Ensuite, il faut parler de la qualité de données. Nous savons ici qu'il y a des écarts en matière de connaissances, des besoins. Par exemple, combien de vaccins peuvent être produits et où? Est-ce que nous avons assez de capacité pour vacciner le monde? Toute personne? Eh bien, encore une fois ici, eh bien, il faut savoir aussi quel est le financement, la recherche et le développement.
Et est-ce que nous avons ici créé ces efficacités, optimisé le système? Par conséquent, il faut absolument prendre en compte ces différents niveaux. Il faut aussi avoir donc de meilleures capacités de collecte de données pour savoir exactement où nous en sommes. Enfin, nous voulons renforcer un suivi multisectoriel indépendant. Nous voulons donc un suivi ici transparent, objectif, basé sur les éléments de preuve et sur les données scientifiques. C'est absolument essentiel dans le cadre de ces réponses. Nous pensons que ces aspects sont absolument clés afin de pouvoir mieux sensibiliser et ici étayer les actions qui doivent être prises dans ce contexte. Nous pensons donc que pour ce suivi, il faut aussi pouvoir suivre les plans d'action et les priorités nationales et aussi permettre aux pays de mieux pouvoir se protéger ici. Je vous remercie, Sylvie, pour cette question et je sais que j'étais un peu longue dans ma réponse. Pas du tout. Merci beaucoup, Joy. Je pense que c'est très important ce que vous venez de souligner, notamment parler de l'innovation, de ce cadre de suivi, qui est le premier ici, et également remercier le GPMB par rapport à ces changements, ces innovations, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire la différence à l'avenir. Eh bien, ici, c'est aussi ce que l'on dit à l'OMS, donc ce qui est mesuré peut être fait, et c'est important justement de mettre un terme à ce cycle de panique. Et après chaque finalement crise, malheureusement, il n'y a pas d'évolution. En fait, on réagit, mais ensuite, on n'essaie plus de se préparer, d'améliorer les choses. Donc, ce cadre va vraiment faire la différence. De même, vous avez souligné l'importance ici des données, parce que, en effet, c'est ce qui va nous aider à mieux identifier les écarts, mais aussi ici l'orientation pour mieux se préparer. Vous avez également donné beaucoup d'informations sur l'outil. C'est un peu comme un radar et un compas. C'est un radar parce que ça souligne les écarts et là où un compas aussi parce que cela nous dit comment évoluer, comment avancer si on veut, par exemple, répondre à ces questions d'inégalité dans le monde. Donc, vous avez ici très bien expliqué comment fonctionne cet outil et ce que l'on peut faire à l'avenir. Alors maintenant, je voudrais creuser dans ce rapport et passer la parole à Victor par rapport à cette recommandation 3, je pense, sur l'importance de la recherche et du développement dans la préparation. Donc, d'après vous, la recherche et l'innovation pendant la pandémie ont pu ici être développées. Et donc, finalement, quelles sont les améliorations qui ont pu être constatées finalement côté recherche et développement? Merci Sylvie pour cette question. Bonjour à tous. Pour moi, tout d'abord, c'est un privilège ici d'être membre du GPMB et de travailler avec vraiment tous les collègues de ce conseil. Merci beaucoup. Alors, j'ai été impliquée dans le GPMB depuis le tout début. Et je me souviens, après Ebola et la dernière crise d'Ebola, l'idée ici de Jim et de Tedros était vraiment de mettre un terme à ces situations. Et vous avez entendu Joy qui l'a très bien expliqué. Nous avons créé donc ces indicateurs qui seront importants pour l'avenir. Et comme Sylvie l'a dit, eh bien, on ne peut pas ici améliorer ce que l'on ne peut pas mesurer. Je suis scientifique de formation, mais aussi ici un décideur. Et bien évidemment, la COVID-19 nous a appris beaucoup de leçons. Alors, je pense que nous avons un petit problème technique. Yes. I wonder if there's any way to mute the translation.
Alors, ici, par rapport à l'innovation, je pense que la COVID-19, ici, a vraiment été un moment charnière où nous avons vu ces investissements, notamment par rapport aux mesures et contre-mesures. Et comme nous le savons tous, eh bien, nous avons pu voir que sur la base de ces informations, eh bien, nous avons pu développer un vaccin. Et c'est absolument extraordinaire. Comme vous le savez, cela prend 7 ans, 15 ans pour développer un vaccin. Donc ici, nous avons pu réellement démontrer à quel point la science a évolué, à quel point la science peut être extrêmement efficace, surtout dans des situations de pandémie, de crise. De même, nous avons vu l'utilisation des antiviraux, les tests ici PCR, antigéniques, l'utilisation des EPI, de l'oxygène. Donc je pense vraiment que c'est une pandémie qui nous a beaucoup appris et je pense que c'est extrêmement impressionnant. Donc par rapport aux améliorations, parce que c'est ça que c'est votre question, eh bien je pense à plusieurs domaines. Tout d'abord, pendant la pandémie, nous avons beaucoup appris. Il n'y a pas de système ici efficace, global, de coordination de la recherche et développement. Il y a ici eh bien, des mécanismes informels et il y a des mécanismes qui ont été mis en place, mais nous devons reconnaître ici que parfois nous n'avons pas pu en tout cas mettre cela de manière stratégique. Alors s'agissant de même des différents éléments, surtout côté financement, nous savons que ce qui a été dépensé pour la recherche et le développement, eh bien, on parle ici de millions de milliards de dollars, mais c'est vrai que ce sont principalement ici les pays riches qui ont dépensé. Donc, on voit encore une fois qu'il y a très peu de financement. De même, dans d'autres pays, donc sauf pour les pays à revenus élevés. Alors, ce sont des domaines qui sont importants, mais ce sont des domaines sur lesquels on peut s'améliorer. Donc, ce que l'on a appris par rapport à ces recommandations, c'est qu'il faut également développer ces capacités dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Il faut renforcer l'expertise régionale, les compétences régionales. C'est un des éléments les plus importants pour ici rééquilibrer les ressources et promouvoir l'innovation partout dans le monde. Donc le GPMB recommande au minimum d'avoir dans chaque région d'avoir certaines capacités, c'est-à-dire d'abord les capacités de production, notamment de production de vaccins, de tests diagnostiques, d'oxygène, mais aussi d'avoir un système de surveillance et des laboratoires et des capacités, comme Joy l'a dit, d'effectuer des collectes de données. Alors, lorsque l'on regarde tout cela, notamment par rapport à ces renforcements des capacités régionales, tout ceci est possible grâce à ce cadre et au cadre qui a été ici mentionné par Joy. Au sein du GPMB, nous voudrions mettre en place une feuille de route afin d'opérationnaliser ce cadre, publier ici une liste des pathogènes prioritaires. Comme je l'ai dit, j'ai déjà d'ailleurs souligné cet aspect d'égalité et d'équité, mais je suis ici un responsable
du groupe d'experts et nous devons voir comment nous pouvons donc réagir au mieux, pouvoir préparer ces vaccins. Et si vous y réfléchissez bien, si vous regardez tout d'abord le nombre de décès entre avril 2020, lorsque tout cela a commencé, eh bien, il y avait à peu près 2 millions de morts. Et quelques semaines plus tard, nous parlons de 40 millions. Donc, ce que je veux dire, c'est que juste en 100 jours, on voit cette différence énorme. Donc, il faut vraiment promouvoir cette coordination et avoir réellement ces éléments qui sont ici mis en place. Donc, il faut travailler ensemble afin de pouvoir ici recruter des patients, effectuer des essais et aussi avoir un cadre réglementaire d'harmonisation où l'on peut rapidement approuver un produit préqualifié qui pourrait être utilisé. Enfin, la production régionale est absolument essentielle. La fabrication ici doit être promue. Il faut que ces capacités existent et notamment il faudra revenir sur ces éléments qui sont des éléments importants, notamment dans les différentes régions. Et les choses ont commencé à évoluer, mais ça reste très fragile. Donc, il faut vraiment renforcer ici ces capacités. Alors, je ne vais pas nécessairement rentrer sur ces éléments financiers, mais il nous reste encore beaucoup à faire afin de s'assurer ici que l'on peut évoluer. Alors, les fonds pour la pandémie, on a besoin de financement ici, des financements qui soient pérennes. Et donc, je vous remercie pour ces questions. Thank you very much, Victor. Indeed, Merci, Victor. Je pense que vous avez souligné des points très importants. La recherche et développement, lors des urgences, très souvent ici, évolue très rapidement. Même si ça reste assez nouveau finalement, puisque la recherche et développement et ce blueprint a été développé par l'OMS après ici la crise de l'Ebola. Donc il faut réellement pour l'avenir pouvoir pas seulement répondre aux pandémies comme nous l'avons fait au XXe siècle, avec des mesures sociales, avec des confinements, avec des cordons sanitaires et autres, mais il faut réellement commencer à avancer, notamment ici avec des traitements pour ces maladies émergentes. Il est aussi important de s'assurer que la recherche en cas d'urgence donne des résultats rapides, s'assurer également qu'on parle de qualité, des produits sûrs, des produits de qualité, que bien évidemment on ne cause pas de dommages en utilisant ces produits et surtout qu'il y a des capacités de distribution, de fabrication de ces produits. Il est important ici ainsi de maintenir l'égalité. Je pense que vous avez souligné ces aspects qui sont absolument essentiels. De même, vous avez mentionné ici des cibles qui seraient très intéressantes et de développer ici des produits en 100 jours. Eh bien, c'est bien, ce sont des cibles ambitieuses qui sont peut-être nécessaires pour vraiment faire avancer la science et la médecine, trouver de nouveaux vaccins, de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements pour faire face à ces maladies émergentes. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de recherches ici, et avant que l'on puisse
eh bien, identifier les maladies, ces antirétroviraux. Et donc, c'est très important parce qu'avant, c'est vrai que finalement, il n'y avait pas de traitement pour ces épidémies virales. Donc, c'est important de pouvoir prendre tout cela en compte et de pouvoir envisager ainsi l'avenir afin que le monde soit plus sûr. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour tous ces commentaires, toutes ces commentaires très, très intéressants. Je voudrais donner la parole à Scott Pendergast. Scott, vous avez vu le rapport GPMB qui souligne le besoin de adapter le financement pour la réponse aux épidémies. Il y a eu un rapport pour identifier un écart de 10 milliards de dollars par an en termes de financement. Parlez-nous de ce fonds que vous avez mis en place et pourquoi c'est important pour le futur. Merci Sylvie et merci aux panélistes avant moi. Le rapport GPMB souligne encore une fois que malgré tout le travail que nous avons fait avec le COVID, nous ne sommes toujours pas préparés pour la prochaine pandémie et nous voyons avec les pandémies et les épidémies, aussi une augmentation en termes de crise écologique et politique. Alors, c'est important que les pays deviennent plus résilientes et plus robustes en termes de préparation et de réponse aux états d'urgence, d'améliorer de la surveillance dans les laboratoires, de travailler avec les communautés, comme j'ai vu dans les commentaires, de reconnaître leurs besoins spécifiques, de comprendre les désinformations et les informations qu'ils reçoivent, de contrôler les vecteurs, des mesures de santé publique et sociale, mais dans le système de santé lui-même, de pouvoir mettre à l'échelle une prise en charge pendant les urgences et s'assurer que les services traditionnels ou les services systémiques ne sont pas interrompus. Alors, il y a beaucoup d'investissements qui sont nécessaires dans des multiples secteurs. Nous avons travaillé avec le groupe de travail du G20 avec la Banque mondiale, où il y avait une estimation d'environ 30 milliards par an nécessaires pour investir dans la préparation et avec un écart d'environ 10 milliards. Alors, c'est important d'établir un flux de financement dédié et stable pour adresser ces problèmes. C'est pour ça que le fonds a été mis en place pour adresser et aider à soutenir ce flux. Il y a 25 donateurs et des millions en termes de promesses. Ça adresse les institutions existantes au lieu de les remplacer dans l'espace de préparation contre les pandémies. Ce qui est important, c'est l'écart dans les pays de moyenne et faible ressources autour du renforcement de capacités, mais aussi autour des biens publics régionaux et nationaux pour protéger ces régions. Les fonds pour la pandémie ont été établis sous l'OMS dans le secrétariat général avec un conseil qui suit le financement avec des pays qui contribuent et les pays qui en bénéficient avec une distribution 50-50. Et le fonds travaille avec des pays pour implémenter avec l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, CEPI, Gavi, le Fonds global et des autres banques de développement global qui travaillent avec des partenaires pour proposer des projets qui sont révisés par un panel de conseils techniques complètement indépendant. Et puis le conseil
prend des décisions sur les priorités. Nous avons reçu la première vague des propos et des différentes propositions. C'était centré sur les laboratoires, les ressources humaines et renforcement de capacité en travaillant avec le FAO et des autres agences autour de l'interface entre les humains et les animaux. Et dans ce premier appel pour des offres, nous avons demandé au pays d'analyser les écarts existants dans ces secteurs, de voir quelles entités avaient besoin de plus de soutien. Il y avait 1,5 milliard de propositions soumises, fait de 92% des pays à, éligibles pour en bénéficier et avec les pays à faibles et moyennes ressources. Le le panel a fait une révision de ces propositions avec une recommandation de plusieurs milliards de projets et a approuvé 240 millions en projets et financement des projets qui sont en train d'être mis en place avec les gouvernements et avec notre conseil. Nous allons pouvoir bientôt réviser les résultats et le renforcement des capacités. C'est là où le GPMB joue un rôle critique. Pendant que nous investissons dans ces écarts critiques, il faut s'assurer que ces investissements résultent en renforcement des capacités qui peuvent être mesurées. Nous allons continuer à surveiller, comme avec les rapports IHR, pour démontrer de l'impact et de l'amélioration résultant de ces investissements. Mais le fonds pour la pandémie ne va pas nous aider à atteindre nos objectifs. Nous avons besoin d'augmenter l'investissement domestique au niveau local dans les pays et plus de fiabilité dans les secteurs de santé, particulièrement dans des programmes verticaux, pour que nous ayons plus de valeur retirée de nos programmes existants. Je pense qu'un programme il y a des programmes qui peuvent être mieux gérés pour avoir une meilleure préparation. Et, et c'est nécessaire de lever plus de fonds pour combler les écarts. Je pense que cette cible de 10 milliards par an est euh, bien supérieure à la gamme que nous avons aujourd'hui. Nous regardons particulièrement avec la Banque mondiale pour avoir une augmentation de financement durable qui pourrait aider à combler les écarts pendant une période de temps étendue. Merci beaucoup, Scott. Je pense que c'est la première fois que nous entendons qu'il y ait des activités pour investir dans la préparation et des programmes de préparation qui sont mis en place. C'est vrai que sans l'argent, c'est difficile de se préparer parce que la plupart de ces améliorations nécessitent du financement à long terme. C'est là où la préparation est comme le développement. Nous avons besoin de mettre en place une approche à long terme et de s'assurer que les capacités essentielles sont renforcées au début pour pouvoir mieux répondre à long terme. C'est bien de voir que les organisations internationales comme la Banque mondiale sont en train de chercher des nouvelles méthodes de financer la préparation et la réponse aux épidémies et pandémies. Et si nous avons du temps, nous allons revenir vers vous pour vous demander plus par rapport aux conditions de financement et de s'assurer que ces nouvelles interventions peuvent atteindre leur cible attendue. Et il nous reste toujours un petit peu de temps. Je voudrais revenir à Joy parce que nous voyons aussi dans le chat quelques personnes qui demandent des questions par rapport
au sujet des autres secteurs, parce que nous avons tous observé que la pandémie a eu un impact sur tous secteurs, pas seulement le secteur de la santé, et que la préparation implique des multiples secteurs. Et vous plaidoyez pour de l'engagement multisectoriel et transversal dans la préparation et la réponse aux pandémies et des nouvelles méthodes pour atteindre cet engagement multisectoriel, pas seulement dans l'aspect du financement, comme mentionné par Claude, mais dans des autres aspects de préparation. Par exemple, dans One Health, une santé, adresser le risque des pathogènes émergents dans l'interface entre les animaux et les humains, entre l'humain et la fauve. Est-ce que vous pouvez parler un peu pourquoi c'est important de faire cet appel si l'engagement multisectoriel est vraiment l'avenir de notre préparation? Cette question, elle est très importante. Je voudrais dire que c'est bien aligné avec une question et un commentaire que j'ai vu dans le chat fait par Balkissa Bashira, où vous avez mentionné les groupes autochtones des communautés marginalisées où de l'infrastructure n'existe pas. C'est très important pour nous d'apprécier que les pandémies ne sont pas qu'un problème de santé humaine, de l'interface entre l'homme et la faune, mais aussi c'est écologique, comme l'utilisation du territoire, les endroits où les individus vivent. Alors, répondre à une pandémie, il s'agit d'avoir des services, établissements et capacités localisés où les humains sont, où ils se trouvent, les personnes marginalisées, les populations mobilisées, d'adresser les territoires d'échange, que nous ayons des mesures de protection sociaux et aussi s'assurer que nos systèmes d'éducation sont engagés de manière active et que nous apprécions que la croissance économique vient depuis ces communautés. Alors, du coup, c'est une problématique géopolitique. Nous ne pouvons pas exclure les personnes marginalisées. Il faut répondre à leurs problématiques spécifiques rapidement et engager les gouvernements, des parties prenantes de surveiller, de prendre charge de la réponse et de s'assurer que nous engageons de manière suffisante tout le monde dans tous les secteurs santé, échange, marché, chaîne d'approvisionnement et d'apprécier des leçons tirées depuis la pandémie du COVID et de comprendre que chaque secteur a sa propre responsabilité. Et dès que nous avons des barrières d'export-import, en termes de blocage de mobilisation et de voyage, et si nous ne mettons pas tout ça dans son contexte et de voir et d'adresser le rôle de chaque secteur, il faut comprendre les impacts de santé, de l'économie et les impacts sociaux de manière holistique. Nous ne pouvons pas dépendre seulement des mécanismes de santé ou scientifiques. Au début, avec les agences de santé, nous devrions être prêts à répondre. L'agenda de la mission de 100 jours, c'est un peu de lecture pour tout le monde pendant vos vacances. C'est un article des maladies X, la mission de 100 jours pour mettre fin aux pandémies. Lisez ce livre, ça donne la solution pour mettre en lien tous les secteurs. Pour le moment, nous n'avons pas de mécanisme pour engager toutes les parties prenantes et tous les acteurs pour vraiment se préparer.
nous avons pour la plupart des efforts de préparation au niveau national et global, mondial, sont toujours faits par ceux qui sont à l'interne et s'engagent pas le secteur privé, la société civile, et comme nous disons, d'engager les communautés et d'engager des groupes marginalisés. Nous devrions s'assurer que tout ça soit en place. Alors, notre recommandation depuis notre rapport, c'est de mettre en place une nouvelle approche d'engagement multisectoriel, multicommunautaire, multiparties prenantes. Cette approche est nécessaire pour regrouper toutes les parties prenantes et s'assurer que nous sommes en train de construire à travers tous les niveaux de la société et s'assurer que la préparation parle vraiment aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, des personnes âgées sur le terrain et que ce soit plus intégré avec une réponse plus élargie. Merci. Sylvia, est-ce que moi je peux répondre et dire à quel point je suis d'accord avec Joy? Elle a 100% raison. Quand je parle de signes et d'innovation, tout ça, c'est utile, c'est inutile si ça n'atteint pas les individus qui en ont besoin. C'est pour ça que l'équité est tellement importante, l'inclusivité, d'avoir tout le monde qui travaille vers le même objectif. Rien ne peut se passer si les secteurs travaillent indépendants des autres. Ils doivent tous avoir le même objectif avec de la confiance et de la communauté. Dans les trois domaines principaux, nous parlons de la cohérence, que tout le monde travaille de manière cohérente et d'avoir de la confiance dans la communauté. Je vois un commentaire dans le chat, Bokasha Bashir, qui dit un endroit sans hôpital, sans eau potable, sans éducation, sans sensibilisation par rapport aux maladies. Vous imaginez que si nous avons un endroit pareil, je ne suis pas juste un scientifique à vous fournir des innovations. Ça doit atteindre les individus. Alors, c'est la livraison vers la société et d'agir comme une communauté. Je suis à 100% d'accord. Il faudrait engager tout le monde pour pouvoir mettre en place nos plans, etc. Mais si nous ne pouvons pas atteindre les personnes qui en ont besoin, c'est important. C'est important d'avoir de la confiance des systèmes de livraison et de s'assurer que les médicaments et les vaccins peuvent atteindre les individus qui en ont besoin. Merci, Joy. Et merci à vous, Victor, d'avoir souligné ces sujets, ce que vous avez dit, et Joy et vous-même. D'abord, ce qui est nouveau, c'est d'avoir une approche vraiment qui regarde tous les différentes perspectives, pas seulement l'engagement du secteur de la santé. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être construit pendant une crise. Ça doit être conçu au préalable et intégré dans le fonctionnement des gouvernements et des établissements pour que ce soit efficace au moment d'une crise. Et particulièrement si nous voudrions être inclusifs, parce que normalement, la communauté marginalisée reste marginalisée pendant une crise et encore plus pendant une crise. Si nous voulons changer ce fait, il faut faire le travail et l'effort au préalable. Et je pense que ça, c'est le travail du GPMB et c'est de travailler ensemble et de mettre en place un effort de coopération avant la prochaine crise. La préparation, c'est s'aligner avec le développement et la prospérité. Il y a des individus qui pensent que ce soit un
investissement de protection, mais c'est une manière aussi de s'assurer de l'avancement et progression d'une société. Ça nous donne beaucoup de sujets dont nous pouvons réfléchir. Nous avons un peu de temps pour adresser des questions posées depuis les participants. Je regarde mon écran pour voir si nous pouvons choisir une question particulière. Il y avait une question par rapport à la collaboration. Il y en avait plusieurs. Peut-être Joy, si vous pouvez nous donner vos retours sur cette question. Qu'il s'agit de quelles stratégies sont proposées par la GPMB pour s'assurer un engagement politique gouvernemental sur l'échelle mondiale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis, votre retour? C'était quelque part dans le chat, c'est difficile à retrouver. Il y avait plusieurs questions posées. Désolée que je ne peux pas en fait dire le nom précis de la personne. Mais cette question est très importante. Quand nous parlons du leadership, ça commence avec le leadership politique. Et nous avons concentré pendant toute cette année jusqu'au septembre sur les résultats de la déclaration qui va sortir du sommet UNG de septembre. Nous espérions que cette déclaration pourrait renforcer le rôle du leadership en assurant que ce soit une obligation ou un instrument juridique venant de l'OMS très robuste avec des éléments d'engagement pour s'assurer qu'il y ait de l'équité, de l'adhérence, surveillance, responsabilisation. Et c'est pour ça que nous avons pu, c'est que comme ça que nous allons pouvoir combler l'écart énorme de financement pour avoir une réponse de préparation contre les pandémies. Vous avez vu notre avis par rapport à cette déclaration. Nous pensons que malheureusement, c'était faible dans les points que nous avons voulu souligner et renforcer et que ça pourrait avoir une influence sur l'accord des pandémies qui va se faire. Alors, nous regardons les ministères de santé comme des leaders à livrer un instrument juridique plus robuste à l'Assemblée de la santé mondiale. Mais le leadership ne s'agit pas seulement du leadership politique, il s'agit aussi du secteur privé, il s'agit de la société civile, des communautés, des universités, de l'académie, des institutions de recherche, de absolument chaque partie prenante qui a la possibilité d'avoir une influence sur la réponse à une pandémie et sa préparation. Alors, ce leadership, où que ce soit, devrait être robuste, soutenu par de la preuve scientifique et centré sur l'efficacité de cette réponse. Merci beaucoup, Joy. Peut-être encore une question parce que nous voyons beaucoup de commentaires dans le chat. Il y a la question par rapport à la difficulté pour collaborer entre des diverses agences et de mettre en place de la collaboration transversale. Alors, je voudrais vous poser cette question, Victor, parce que vous faisiez partie du partenariat ACT-A, comme vous avez dit avant dans vos réponses. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis votre expérience, quels sont les partenariats pendant les crises qui étaient les plus importants et quels défis avez-vous rencontrés? Et qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer ces partenariats pendant des pandémies de futur? Merci beaucoup. Je pense que les partenariats sont très, très importants entre des agences et à travers les secteurs privés et publics. Je pense que où nous en sommes aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait,
nous avons progressé beaucoup plus que sans ces partenariats. Comme vous avez dit, ça a été fondé en avril 2020, au début de la pandémie. En regardant notre expérience, nous avons l'UNICEF, le Fonds mondial, Gavi, CEPI, toutes ces organisations qui se sont impliquées, mais qui ont travaillé indépendamment les uns des autres et ont travaillé de manière verticale dans leur propre espace. Mais elles se sont réunies et nous avons continué à travailler ensemble. C'était un groupe informel volontaire avec presque 10 agences de l'ONU et des autres agences de santé comme l'OMS, mais aussi CEPI, Gavi, UNITAID, UNICEF, la Banque mondiale, le Fonds mondial, pour dire il faudrait travailler ensemble de manière coordonnée. C'est un groupe informel qui s'est réuni rapidement pour travailler sur le problème de A à Z, sur le développement de la recherche jusqu'à la livraison et l'approvisionnement, en travaillant avec des agences réglementaires pour les préqualifications et préapprobations. Même si ce n'était pas parfait, c'est un exemple de comment les partenariats peuvent fonctionner et avoir un effet positif parce que nous avons continué à regarder les mêmes populations dont nous fournissions de l'appui avec des pays de moyennes et faibles ressources, mais aussi de demander est-ce que nous avons assez de thérapeutiques, assez de vaccins, assez de EPP, etc. Alors, avec ACT A, qui est maintenant en transition parce que maintenant, l'urgence de la pandémie est finie, il y a beaucoup de travail qui a été effectué, 2 millions de doses de vaccins livrées, 182 millions de diagnostics à tous les pays impliqués et aussi de l'oxygène et de l'EPP livrés à ces pays. Nous avons fait de manière régulière des réunions pour se coordonner, pour discuter le problématique avec l'OMS et l'ONU et toutes ces organisations pour lever 230 milliards de dollars. Ce n'était pas assez parce que pour la plupart, ça a été investi dans des vaccins. Nous en avons besoin pour des autres secteurs aussi. Mais ACT c'est en train c'est à sa fin. Nous sommes en train de réviser nos leçons tirées. D'abord, nous avons fêté le fait que nous sommes mis ensemble pour se coordonner, mais c'était informel. Il n'y avait pas de responsabilisation. Comme notre rapport GPMP dit, il y a la nécessité de responsabilité. Il n'y a pas assez de concentration sur le côté d'approvisionnement et de livraison, ce qui est très, très important. Nous avons beaucoup à apprendre et comment lever des fonds ensemble. Nous avons beaucoup à apprendre parce que chaque secteur lève ses fonds de manière séparément, de manière indépendante. Et c'est possible de se coordonner stratégiquement pour priorité des différents domaines de levée de fonds. Je pense que ça, c'est très important et de le faire ensemble. Et aussi de penser à l'oxygène, à l'EPP, tout ce qui était très, très difficile à livrer et à lever des fonds pour appuyer, pour soutenir ces efforts. Comme je vous ai dit, ce n'était pas parfait, mais c'était un bon travail pour le moment. Mais maintenant, c'est nécessaire de le remplacer avec quelque chose pendant ce temps de paix et de ce temps de calme qui met en place cette coordination multisectorielle, multidomaine pour que la prochaine fois, tout le monde est prêt. Merci beaucoup, Victor, Joyce, Scott, pour ces commentaires fantastiques. Ça souligne vraiment l'importance de ce rapport et comment c'est innovant et ça peut guider le monde vers une meilleure préparation. Comme vous avez souligné,
Il y avait beaucoup de sujets que nous n'avons pas pu adresser aujourd'hui. J'espère que Cypria va nous donner plus d'espace dans les autres réunions EpiWin pour que nous puissions inviter des autres membres du GPMB pour parler des autres domaines du travail dans ce conseil très important. Par exemple, la confiance des informations, l'engagement de la communauté, une santé, etc. Mais vraiment, merci beaucoup aux présentateurs et au public pour ces superbes questions. J'espère qu'à l'avenir, ici, nous pourrons vous donner également d'autres informations sur ces thèmes très importants. Je remercie également l'équipe du secrétariat du GPMB. Merci pour avoir travaillé en coulisses afin de répondre à ces questions. Merci à l'équipe EpiWin. Et je vous repasse donc la parole pour clore cette session. Merci Sylvie. Et merci beaucoup pour ces discussions extrêmement riches. Et vraiment, au sein d'EpiWin, vous serez toujours bienvenus. Merci à vous, Sylvie. Et ici, merci pour avoir organisé cette session et modéré cette session. Merci vraiment à tous nos panélistes et je suis sûre qu'en regardant cette vidéo, puisqu'ici c'est sur YouTube, disponible en 9 langues, ce sera également sur le site internet. Je suis sûre qu'en consultant cette vidéo, nous reviendrons sur ces concepts importants et pourrons utiliser cela dans notre travail au quotidien. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier au nom d'EpiWin tous les intervenants, toute l'équipe GPMB. Merci Elisabeth. Et également l'équipe EpiWin, bien sûr, qui a organisé ce webinaire. Agnesi, qui travaille toujours beaucoup en coulisses pour tout organiser. Priya, ici qui échange avec vous. Gabriela, qui travaille également en coulisses à l'organisation. John Fang Yu, qui ici nous apporte toujours un soutien inestimable. Et je voudrais également remercier toutes les autres personnes que je n'ai pas eu ici le temps de mentionner. Nous avons partagé aussi un lien avec un groupe WhatsApp. Donc, si vous souhaitez continuer à échanger, à discuter entre participants, vous pouvez utiliser ce chat et l'enregistrement sera disponible sur notre site internet en 9 langues, sur YouTube également en 9 langues. N'hésitez donc pas à ici consulter cette vidéo. Vous pouvez également partager ce lien pour les webinaires à venir EpiWin avec tous vos collègues et votre réseau. Je vous remercie. Vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Merci et au revoir. Thanks. Bye-bye. Bye.